Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler du réfractomètre, appareil indispensable pour la détection des gemmes. Il vous donne l'indice de réfraction, donc vous avez besoin d'une source lumineuse, du réfractomètre en question, qui est comme ceci à l'intérieur, hop là, voilà. Et du liquide d'indice de réfraction. Le réfractomètre que j'ai et la plupart des réfractomètres, ils donnent un indice de réfraction de 1,45. En fait, c'est trois chiffres, hein, c'est 1,450 à 1,800. Si vous avez une pierre qui va supérieure à 1,800, par exemple comme le diamant, il faudra prendre, il y a un autre appareil, mais qui est beaucoup plus cher que le réfractomètre là, avec un indice de réfraction qui sera différent, qui aura un indice de réfraction qui commencera à 800 jusqu'à je sais plus combien là. Et c'est cet appareil qu'il vous faut. C'est pour ça d'ailleurs aussi que je fais pas de diamant. Enfin, il y a d'autres pierres hein, qui dépassent 1,80. Mais bon, là je pars sur cet appareil là. Alors, comment fonctionne le réfractomètre? Donc le réfractomètre est comme ceci. Hop là, tchac. Hop, le couvercle, un œilleton ici, un œilleton là. L'entrée de la source lumineuse qui est là. Source lumineuse, il est conseillé de lire deux fois, en fin de compte, deux fois la pierre, de faire deux fois le même procédé avec deux sources lumineuses, une source blanche et une source jaune. Donc là, vous avez la petite vitre qui est comme ça ici. Petite information sur la vitre. Admettons, vous achetez un réfractomètre qui est d'occasion. Vérifiez que cette vitre-là n'est pas rayée. Si elle est rayée, votre réfractomètre ne sert plus à rien. C'est foutu. Hein. Donc, vaut mieux en acheter un neuf hein, pour le prix que ça coûte. Si vous voulez vraiment vous lancer dans les gemmes, achetez un appareil neuf, n'achetez pas un appareil d'occasion. Hein. Enfin, quoi qu'il arrive, il faut que cette vitre-là, elle soit nickel. Parce que ça, c'est du verre. Donc, vous allez lire avec des pierres qui ont une dureté supérieure au verre. Donc, si vous utilisez mal et que vous rayez tout le temps ce verre, à chaque fois que vous posez la pierre, vous ne faites pas attention, à un moment, vous allez pouvoir plus rien lire du tout. Hein, parce que ça va, les fossés vont être donnés, en fin de compte, si vous voulez, quand le rayon va arriver, le spectre va arriver dessus, il va être un peu déformé, je veux dire, donc il va donner des fausses indications, quoi. Donc là, vous avez la pierre qui est là. Vous mettez les petites gouttes d'indice de réfraction. Vous posez la pierre dessus. Sur une surface plane et bien polie. L'avantage de cet appareil, c'est qu'il lit aussi bien des pierres transparentes, translucides ou opaques. À partir du moment où vous avez par exemple un cabochon opaque, comme un lapis lazuli ou un truc comme ça, à partir du moment où le dessous, parce que des fois en fait ce qui se passe c'est que quand le lapidaire, donc là je matérialise le truc du lapidaire, le lapidaire lui sur les cabochons quand c'est monté en bijou, donc là vous avez le bijou, là vous avez le certiclo qui est comme ça, et le dessous du bijou. Vu que la plupart des cabochons en fin de compte c'est opaque, en bijouterie hein. En bijouterie, si vous voulez, quand ils font le certiclo, ils remplissent le fond. Parce que de toute façon, il n'y a pas besoin que de la lumière pénètre ici, vu que la pierre, elle est opaque. Donc, ils bouchent le fond. Il y en a des fois, quand ils font le bijou, bon, ils laissent une petite ouverture, comme ça. Si vous voulez, ça revient moins cher au niveau... par exemple, si vous faites en or, si cette partie-là... il n'y a pas de matière, automatiquement ça vous coûtera moins cher parce que vous utiliserez moins d'or. Mais la plupart du temps c'est fermé. Donc lui le lapidaire quand il va tailler, il va plus polir cette partie que cette partie dessous. Donc cette partie là en fait elle sera mal polie. Et si c'est mal poli que vous voulez l'utiliser avec le réfractomètre, ça va pas trop bien marcher. Parce que c'est pareil, le faisceau risque d'être un peu dévié, de vous donner des fausses informations ou carrément pas pouvoir lire. Donc si vous voulez lire un cabochon qui est opaque,
faut vraiment vous assurer que la surface soit bien plane. Des fois, vous pouvez lire aussi sur des parties un peu courbes comme ça. En fait, ce qui arrive, c'est que le cabochon, si vous voulez, il est comme ça. Vous voyez, il n'est pas comme ça, bien arrondi. Donc, quand vous le posez sur la vitre, il y aura une surface assez importante qui va poser dessus pour que vous puissiez faire une lecture. Alors que si vraiment il est bien arrondi comme ça, il y aura vraiment un léger point de contact, mais il ne sera pas suffisant pour pouvoir faire une lecture. Donc ça ne servira à rien. Mais si vous avez un beau cabochon qui est bien plat comme ça, il y a des chances que vous puissiez lire sur la surface arrondie. Et non sur la surface plane si c'est mal poli. Il faut que ce soit toujours bien poli. Hein. Alors donc, l'appareil, normalement, il y a un prisme ici. La lumière arrive là. Elle est réfléchie, elle monte là-haut. Et après, elle part ici. Là, vous avez l'échelle. Et vous regardez ici. Alors, si c'est monoréfringent, vous aurez un seul indice qui va apparaître sur l'échelle. Si c'est biréfringent, il y aura un deuxième faisceau qui va arriver. Donc déjà, vous voyez, cet appareil va vous permettre de dire si une pierre elle est monoréfringente ou biréfringente. Donc si c'est monoréfringent, vous aurez une mesure, admettons, qui va rester à, allez, on va dire 1,60. 1,600. Pas 6000, 600. Donc vous allez prendre à peu près 8 mesures. Donc la pierre elle va être ici. La pierre est là. Et vous allez la tourner soit d'un dixième ou allez, à peu près un dixième de tour à chaque fois. Vous allez prendre 6 à 8 mesures comme ça. Donc vous allez avoir, je vais revenir là, vous allez avoir 8 mesures, donc on va dire que vous êtes à 1,60, 1,600. Vous allez avoir 8 mesures. Si ça bouge pas, monoréfringent. Si vous avez qu'une mesure, monoréfringent. Maintenant, si vous avez une mesure comme ça, et vous avez un deuxième trait, c'est-à-dire là vous avez l'échelle quand vous regardez dans l'œilleton, vous avez l'échelle qui est là, donc qui va de 1,45, 1,450 à 1,800. Et vous allez avoir une ombre ici, je vais dire, et une ombre là. Si cette ombre-là ne bouge pas, elle reste fixe. Et cette ombre, au fur et à mesure que vous tournez, varie. C'est-à-dire, vous allez avoir un 600, allez, 609, un 607, un 604, un 605, 1, 607, etc. Donc vous allez avoir une courbe qui va être à peu près comme ça. Donc celui qui ne bouge pas, et ça va faire ça. Ça va faire une courbe à peu près comme ça. Et le deuxième truc que vous pouvez avoir, c'est celui-là reste fixe, et c'est celui-là qui varie. Donc là, vous aurez une courbe comme ça. Je vais vous expliquer après ça. Et après, ce que vous pouvez avoir aussi, c'est que les deux varient. Mais quand les deux varient, vous allez en avoir un, je vais faire ici, un qui va varier comme ça, je veux dire. Donc il va aller de 1, 600, 1, 601, 1, 600, 1, 601, ainsi de suite. Et l'autre qui va varier
comme ça. Donc pareil, il y aura les mêmes courbes un peu plus importantes, comme ça et comme ça. Alors, si cette valeur ne bouge pas, et que vous avez l'autre valeur qui bouge, ça veut dire que c'est biréfringent. Là, vous aurez une biréfringence qui sera positive. Et là, vous aurez une biréfringence qui sera négative. Ici, ça va être pareil. Positif, négatif. La différence entre les deux, c'est que là, vous avez un axe qui ne bouge pas. Donc, ça va être uni-axe. Là, vous avez deux, donc il y a deux axes avec un axe qui ne bouge pas. Là, vous avez deux axes pareil, avec un axe qui bouge. Donc, les deux axes vont bouger là. Excusez-moi, deux axes bougent. Donc là, ça va être biaxe. Parce qu'il y a des cristaux qui vont être biaxes et des autres qui vont être uniaxes. Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Pour ce qui est positif, négatif. Enfin, positif, négatif. Pour que vous compreniez. Je ne sais pas si vous avez fait... moi, j'ai fait de la mécanique, par exemple. Vous voyez, quand j'étais au lycée, j'étais en option production, donc je faisais de la mécanique. Et des fois, dans la mécanique, vous avez des cotes. Admettons, vous avez 10, moins, 0,9, moins 0,8. C'est comme si que là, vous aviez une biréfringence négative. Et il y a des codes, c'est 10 plus 0,1 plus 0,2. Donc ça, c'est comme si que vous avez une biréfringence positive. Voilà. Si vous avez fait de la mécanique, ça peut vous aider à comprendre un peu la biréfringence négative et biréfringence positive. C'est pour ça que des fois, quand on fait des études, ça peut toujours servir dans d'autres domaines à avoir une certaine compréhension de certaines choses. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc vous voyez l'importance de cet appareil. Parce que cet appareil va vous servir à identifier les cristaux qui sont monoréfringents, biréfringents. Il va vous aider à identifier si la biréfringence elle est uniaxe ou biaxe. Il va vous aider à identifier si c'est une biréfringence qui est positive ou négative. Et suite à ça, en fin de compte, quand vous avez un cristal à identifier, eh ben, vous pouvez éliminer, par exemple, vous faites comme ça, je vais dire, là, je vais aller là, vous faites un tableau, uni, bi, mono, biréfringent, positif, négatif. Et après, vous barrez. Par exemple, bon, il est biaxe. Il est biréfringent. Il est positif. Et au fur et à mesure, en fin de compte, vous éliminez. Et après, vous arrivez à avoir l'identification. Pareil avec les codes qui vous donnent. Hein. Et là, vous allez avoir vraiment une identification, je vais dire, à 98% de la pierre que vous examinez. Parce qu'il y a toujours, des fois, des petits trucs. Pareil même pour le verre. Le verre, par exemple, avec cet appareil, le verre, lui, il aura un indice de réfraction qui pourra aller de 1,45, si je dis pas de conneries, à 1,65. Pourquoi? Déjà, le verre, il sera toujours monoréfringent. Mais pourquoi ça? Parce qu'en fait, le verre, si vous voulez, lui, il a un indice de réfraction. Mais il peut être modifié en rajoutant des choses dedans, comme du plomb, des choses comme ça. C'est pour ça que même le verre, par exemple, avec, comment dire, la densité, peut être trompé. Parce que si vous prenez un verre normal,
que vous le taillez, vous allez vite fait l'identifier. Mais si dedans vous mettez du plomb, ou vous mettez d'autres substances à l'intérieur de ce verre-là quand il est en phase de construction, je veux dire, bah vous allez modifier sa densité, vous allez modifier son indice de réfraction. Mais quoi qu'il arrive, il aura toujours une cotation, une échelle dans laquelle il tombera dedans, que ce soit dans la densité ou dans l'indice de réfraction. Et il sera toujours mono. Alors voilà, c'était une petite parenthèse sur le verre pour vous dire que le verre, en fin de compte, n'a pas un indice de réfraction qui est tout le temps le même. Il peut être modifié selon ce qu'on va rajouter à l'intérieur du verre et sa densité aussi. Parce que souvent, je vois des vidéos où les gens ils disent « Ouais, bah avec le verre, de toute façon, avec la densité, avec l'indice de réfraction, on peut... » Oui, mais faut savoir que selon ce qu'on va mettre dans le verre, on peut modifier son truc. Si vous prenez le verre en lui-même, son indice de réfraction et sa densité, sans prendre en compte, admettons, qu'il peut être modifié, bah vous pouvez vous faire avoir. Enfin voilà, bon, j'espère que j'ai bien expliqué cette vidéo, parce que c'est quand même assez complet sur le réfractomètre. Donc comme je vous dis, je survole le sujet, hein. Après c'est à vous d'aller vous informer par exemple sur l'uniaxe, le biaxe. Normalement, théoriquement, là vous avez dû aller vous informer sur la monoréfringence, la biréfringence, le spectre lumineux, tout ça là. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Commentez, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.